Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au passage de relais entre titulaires des écrivains en résidence de Sciences Po. Je vous prie de bien vouloir accueillir Madame la Présidente, Laurence Bertrand d'Orléac, présidente de la FNSP. Merci et bonne soirée. Merci. Madame la directrice de la Maison des Arts et de la Création, chère Delphine, chère Jakuta Alikavazovic, il faut qu'on s'habitue à prononcer votre nom, mais je vous appellerai Jakuta si vous voulez bien. Cher Yannick Haenel, chers professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers amis, il y a encore assez peu de temps, quand je disais que j'étais professeur d'histoire de l'art dans cette maison, évidemment, mes interlocuteurs ne voulaient pas y croire, s'étonnaient. Eh bien, c'est fini et il va falloir que je trouve autre chose pour m'illustrer, parce que ici, comme ailleurs, les arts et les êtres, maintenant, sont vraiment au centre des opérations, au centre de nos enseignements. À la faveur de mon déménagement cet été, j'ai revu de fond en comble ma bibliothèque, et j'ai lu enfin la dimension esthétique de Marcuse, qui fut un penseur très en vue il y a de nombreuses années et qui est presque complètement oublié aujourd'hui, enfin je le crois en tout cas. Et ce qui m'a frappé, c'est son sérieux philosophique, mais aussi la fantaisie dans le style, avec lequel il réussit à imposer une critique en bonne et due forme de toute instrumentalisation de l'art et de la littérature, au motif que, de toute façon, ils échappent forcément à la récupération, à toute récupération. Et pour toute une série de raisons, mais surtout parce que ces domaines ont partie liée avec l'inconscient qui nous échappe, qui échappe aux artistes et aux écrivains eux-mêmes, mais au moins, eux le savent. Et je dirais qu'ils travaillent avec cette zone sensible de l'imaginaire, donc de l'inconscient. Et comme Marcuse la qualifie de cette zone, il parle de zone dévergondée. J'ai beaucoup aimé cette expression. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que nous avons un peu besoin de nous dévergonder à Sciences Po par les temps qui courent. Alors, je suis très heureuse de lancer ce soir à vos côtés la rentrée littéraire de Sciences Po. Depuis 5 ans, notre serre, j'aime beaucoup parce que les animaux, c'est magnifique. Alors, notre serre, notre centre d'écriture et de rhétorique accompagne nos étudiantes, nos étudiants à la recherche d'une voix qui leur serait propre et aussi forcément singulière, à travers les initiatives et les ateliers, aux côtés notamment d'une ou d'un écrivain qui est titulaire de cette chaire. Alors le CERF est désormais rattaché à la Maison des Arts et de la Création, le MAC, qui a pour vocation de nous faire plonger, de vous faire plonger au cœur de la fabrique artistique. Et c'est là donc avec le CERF que les regards se croisent, que les arts dialoguent avec les sciences humaines et sociales que nous enseignons à Sciences Po. Alors, cher Jakuta, je vous souhaite la bienvenue à Sciences Po. Je vous remercie chaleureusement de la confiance que vous nous accordez en acceptant d'être la 12e titulaire de notre chaire. Votre vie et l'histoire dont vous héritez, mais aussi celle que vous inventez, en trahissant la première, forcément, puisque c'est vous qui l'écrivez, Grandir est une série de trahisons. Vous le dites dans Comme un ciel en nous. Tout cela semble vous conduire par une heureuse fortune, mais aussi par votre travail, vers les langues, vers toutes les langues. Ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan, agrégé d'anglais, vous êtes avant tout et en tout point une passionnée des langues, du langage, sous toutes ses formes, les traductions, les silences, les non-dits, les interrogations, les sons, les significations. Pour vous, le langage loge dans les plis, il est puissant parce qu'il révèle, ou plutôt, je vous cite, il fait apparaître tout l'invisible qui marche à nos côtés. Voilà, l'invisible qui marche à nos côtés. J'aime l'image. Ainsi, comme vous le dites si bien, vous avez
tenter d'écrire comme on envisage de se faire un espace bien à soi, comme on dit une chambre à soi, comme dit l'un de vos auteurs, vos autrices préférées, Virginia Woolf, mais dans le même temps, forcément un espace commun, un espace ouvert aux autres. Et au-delà donc de vos inspirations et de vos auteurs de chevet, j'en ai cité une, il y a également Agatha Christie, il y a également Thomas Mann. Vous avez traduit de l'anglais une quinzaine d'ouvrages. Vous êtes aussi l'autrice de plusieurs ouvrages pour enfants, publiés à l'École des loisirs. Et puis, on vous doit évidemment de nombreux romans qui ont été salués, qui ont été consacrés. Dès 2007, avec Corps volatile, vous avez reçu le prix Goncourt du premier roman. Il y a le Londres Luxor, qui a été sélectionné par le Livre Inter en 2010. En 2012, vous publiez La Blonde et le Bunker, qui remporte la mention spéciale du jury du prix Vepler. Puis en 2017, c'est L'Avancée de la nuit, élu révélation française de l'année par la rédaction du magazine Lire, sélectionné pour de nombreux prix, prix Médicis, prix littéraire du Monde, prix Femina et du prix Livre Inter, et qui remporte le prix du Zorba et le prix Castel du roman de la nuit. En 2021, vous publiez un récit que vous qualifiez comme étant le plus personnel, Comme un ciel en nous, qui obtient le prix Médicis Essai. C'est étonnant, cette dimension plus personnelle, comme si les autres étaient peut-être moins personnels. Ah, ça, c'est une chose que j'aimerais entendre de vous. Je suis sûre que vous ferez des confidences de ce point de vue-là aux étudiants. Et depuis 2019, vous publiez également une chronique mensuelle dans le journal Libération. Vos ouvrages sont comme des intrigues, des enquêtes qui font de la lecture un acte à part entière. C'est qu'il n'y a pas pour vous de lecture qui ne soit pas active et inventive. Pour tout ça, vous me faites penser un petit peu à Marcel Duchamp qui disait c'est le regardeur qui fait le tableau. On a l'impression que vous dites finalement c'est vraiment le lecteur qui fait le livre. Enfin, pour toutes ces raisons, nous avons très envie de vous écouter dans quelques instants, mais aussi tout au long du semestre, lors de la masterclass avec les étudiants, à l'École d'affaires publiques, le 25 septembre prochain, à l'événement aussi en partenariat avec notre bibliothèque, au cours duquel vous présenterez les ouvrages qui vous ont marqué. Et ce semestre, vous irez aussi dans nos campus. Sur nos campus, vous ferez vivre 2 ateliers d'écriture auprès des étudiants également du campus parisien. Vous avez déjà commencé la semaine dernière. Et dans le premier, donc l'art de la description, vous reviendrez sur ce paradoxe de la langue écrite, qui a cette faculté, je vous cite, d'évoquer le visible sans rien nous donner à voir. Comment dès lors faire naître les images? Et qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie? Dans le second atelier, vous évoquerez nos fantômes, c'est-à-dire tous ces invisibles hérités du passé qui hantent et habitent nos présents, gros de nos futurs. Et cet atelier sera l'occasion d'évoquer pour vous la notion de transmission, mais aussi la notion de trahison et aussi de révolution. Et ce semestre donc s'annonce, comme vous le sentez bien, exaltant, et je me réjouis de vous écouter dans un instant nous parler du monde et de ses miroirs. Ce propos inaugural sera suivi d'un échange avec celui qui vous a précédé et auquel je souhaite à présent m'adresser. Cher Yannick, le moment est venu de vous remercier très chaleureusement de tout ce que vous avez transmis. Vos ateliers, vos interventions ont été de véritables sources d'inspiration et de respiration aussi, il faut bien le dire, précieuses dans ce monde largement brutalisé. Tout au long du semestre de printemps, vous avez proposé des pas de côté qui sont nécessaires pour, je cite ici le témoignage de l'un de vos étudiants, pour couper avec le rythme effréné et retrouver un peu de poésie. En vous rendant à l'Orangerie des Tuileries avec vos étudiants, en évoquant dans l'antichambre de la bibliothèque les ouvrages qui ont jalonné votre vie, ou bien encore en partageant vos rencontres singulières avec des œuvres d'art, vous avez partagé, vous partagez avec nous votre regard, le feu qui nous anime aussi, intimement, essentiellement. Et vraiment, je vous remercie de votre générosité. Alors, j'invite notre auditoire à découvrir les textes qui sont nés
de vos ateliers d'écriture et aussi d'autres, en imprimant dès la fin de cet événement, grâce à notre, ça s'appelle distributeur d'histoire courte, c'est ça? Ça fait un peu Pérec, je trouve. Le distributeur d'histoire courte, une borne qui est une borne inspirée, en fait, qui est dans le hall du 27 rue Saint-Guillaume. Et donc, on peut partager comme ça des histoires qui ont été rédigées par nos étudiants, nos étudiantes, et également à la cafétéria de notre campus de Saint-Thomas. Alors, que vous souhaitez, cher Yannick? Évidemment, beaucoup de succès et beaucoup de livres, car nous sommes sûrs de partager ces livres avec vous. Nous en profiterons, donc surtout que vous soyez inspirés. Vous êtes chez vous désormais, c'est comme ça, c'est une famille aussi, Sciences Po, et vous serez toujours le bienvenu, et j'espère que nous vous reverrons régulièrement à Sciences Po quand vous le voudrez. Et pour finir, j'aimerais également remercier d'abord nos anciens titulaires de la chaire d'écrivain en résidence, le comité de sélection des titulaires, Pierre Assouline, Kamel Daoud et Aurélie Filippetti, et également, bien sûr, mais je la remercierai à nouveau, évidemment notre Delphine Grouès, nos partenaires et nos généraux donateurs, Céline Fribourg, que je salue, qui est ici, et Karen Rébier, la Maison Chanel et le 19M, la Fondation Simone et Sino del Duca. Et je remercie également les équipes de Sciences Po qui œuvrent au quotidien aux activités de la Maison des Arts et de la Création. Merci Esther, merci à toute l'équipe. Je remercie enfin le service audiovisuel pour la captation de cet événement. Merci les ingénieurs du son. Et deux de nos ambassadrices de la Maison des Arts et de la Création, Jeanne Perrin et Pauline Sauer, qui dans quelques instants feront vivre à leur façon l'œuvre de Jakuta. Et chère Delphine, à présent, qui dirigeait avec maestria la Maison des Arts et de la Création, c'est à vous que je confie le micro et je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et de merveilleux ateliers pour nos étudiants et pour aussi nos titulaires. Merci Madame la Présidente de vos mots et puis également de l'énergie que vous insufflez, non seulement dans cette maison, mais aussi à la Maison des Arts et de la Création, que vous inspirez de manière quotidienne. Avant de laisser la place à Jakuta, bienvenue Jakuta et merci de la confiance. Bientôt la tribune sera à toi pour l'exposé inaugural. Nous proposons, comme le veut la tradition de la Maison des Arts et de la Création, d'abord d'entendre tes textes qui seront lus par deux de nos étudiantes ambassadrices de la Maison des Arts et de la Création que je remercie. Corps volatile. Je savais qu'il était écrivain. J'ignorais cependant qu'il n'écrivait plus, pas une ligne depuis des mois, des années. Il n'était pas sûr qu'Estella elle-même l'ait jamais vu faire. Elle n'avait pas connu son père, autrement que momifié dans son propre culte. Il menait une vie nocturne et solitaire dans sa chambre, au sous-sol. Il ne fallait jamais le déranger, bien qu'il n'eût d'autre occupation que de placer, puis déplacer des piles de livres. Son existence était attestée par les trous subis qui défiguraient l'immense bibliothèque murale du salon. Parfois, des rayonnages entiers étaient déménagés de nuit, sans témoin, à la seule lueur de la rue. Comme un ciel en nous. Que transmettons à sa fille unique, quand on a renié son passé? Quand on a pu ou cru pouvoir se réinventer dans un autre pays, une autre langue. Mon père m'emmenait au Louvre. L'histoire de l'art est une histoire de fantômes pour grandes personnes, me disait-il. L'histoire de l'art,
C'est ce qu'il m'a transmis à la place de son histoire à lui, savamment effacée et redessinée au gré du temps. Car le temps est son art, et le temps œuvre pour lui, grâce à la distance qu'il étend par rapport à l'origine, au fil d'années sous lesquelles j'ai appris à discerner, parfois, ici et là, au sens pictural du terme, un repentir, comme une forme qui se devine encore sous celle qu'on lui a préférée, celle que l'on a choisi de rendre visible. Corps volatile. Mais tu as raison, John avait bien un projet de roman en cours. Il s'y est mis, mais ça n'a pas duré longtemps. La masse critique à peine atteinte, il s'est arrêté. Il était fasciné par la vie propre du livre, qui s'écrivait, par toutes les choses qui émergeaient dans sa prose sans qu'il les ait préméditées. En se relisant, il trouvait toujours, dans ce qu'il avait écrit, un plus de sens qui était un moins de lui. Au début, cela le ravissait. Le roman a ralenti, puis stagné, car John l'écrivait et essayait, dans le même mouvement, de le déchiffrer. Il travaillait de moins en moins. Il devint obsédé par cette question. Où résidait cette partie de lui qui écrivait ce que lui-même ne soupçonnait pas ? Comme un ciel en nous. Les musées nous ont habitués à l'idée que les œuvres ont été faites pour être vues, qu'elles sont faites pour la lumière, pour les regards. Notre passion du visible est devenue une passion de la visibilité. Les écrans ont fait pour nos corps et nos visages ce que les musées ont fait pour les œuvres. Ces écrans miniaturisés, jusqu'à tenir dans nos poches, à nos poignets. Les hommes qui, comme mon père, ont des secrets et les gardent, semblent presque appartenir à un autre monde. C'est une autre façon, temporelle, morale, plutôt que géographique, d'être étranger. Étranger à une époque où notre goût pour l'exposition a basculé dans celui de l'exhibition. Merci beaucoup à Jeanne et Pauline. Cher Yakuta, la tribune est à toi. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Je suis très heureuse d'être là cette année. C'est un honneur et c'est une joie. Merci Laurence Bertrand d'Orléac. Merci au comité, bien sûr, de sélection de la chaire et à toi, Delphine Groès, par qui la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle est arrivée. Merci à l'équipe du Centre d'écriture et de rhétorique, en particulier Esther et Pommeline, qui s'occupent de moi depuis mon arrivée. Et un salut amical à Yannick Enel, mon prédécesseur, que je me réjouis de retrouver tout à l'heure. Mes grands remerciements vont aux étudiantes et aux étudiants qui m'ont si bien accueilli dans ces murs. Voilà, je pense qu'on va... Je ne sais pas si on va travailler ensemble, mais on va faire des tas de choses. Il y a quelques années, je me suis fait la réflexion, presque par accident, que je ne devais mon français à personne. J'en ai été la première surprise. Parfois, on met des années à voir l'évidence. Je suis née dans ce pays, dans cette ville. Pour autant, je ne suis pas née dans cette langue. La langue que j'écris est une langue qui ne m'a été ni donnée ni transmise. D'une façon très profonde, singulière, je ne la dois à personne. Pas à des gens de chair et de sang, je veux dire. Pas à des bras, pas à des corps aimants. Alors qu'elle est tout pour moi aujourd'hui, alors qu'elle est mes yeux, ma voix,
Je n'ai à elle aucune familiarité. Pour le dire autrement, en français, j'ai été élevée par les livres, comme d'autres enfants, en d'autres époques, en d'autres temps, ont été élevés par les loups. L'un des livres qui m'ont élevée, dans lesquels j'ai grandi, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Le milieu qu'il décrivait, sa société, ses enjeux, m'étaient aussi étrangers qu'une forêt profonde. Mais voilà, c'est cela la langue et c'est cela la littérature, un rapport à la différence. Et il se trouve que c'est dans Le Rouge et le Noir que Stendhal donne cette définition très connue du roman dont je voudrais vous dire quelques mots ce soir. Le roman, c'est un miroir que l'on promène au bord du chemin. C'est une phrase à laquelle je pense presque malgré moi. Je la retrouve griffonnée en marge de certaines pages de carnet, sur la page de garde de certains livres. J'y pense et j'y repense, et c'est une phrase par rapport à laquelle l'écrivaine que je suis s'est définie. Et je me suis définie autant par l'attrait que cette phrase exerce sur moi, que par l'insatisfaction qu'elle a toujours suscitée. J'étais jeune, et je n'étais pas sûre d'être d'accord avec Stendhal. Je le savais qu'il fallait montrer les choses, les décrire telles qu'elles étaient, que le roman c'était cela, c'était un rapport au réel, ce réel dont on pense trop souvent qu'il est synonyme de vérité. Je le savais que sans montrer, sans dire, il n'y a pas de littérature. Je ne croyais pas qu'il fallait taire. Je ne croyais pas non plus qu'il fallait enjoliver. Malgré tout, quelque chose manquait à mes yeux, mais pas vraiment à mes yeux, à mon cœur plutôt, à mes tripes, dans cette histoire de miroir et de promenade. J'y voyais quelque chose d'une borne, d'une limitation, et celle-ci ne me convenait pas. Alors, le monde ne serait que ce qu'il est, et les choses telles qu'elles sont suffiraient. Ne nous méprenons pas, c'est une vaste tâche. Mais les choses ne sont jamais ce qu'elles sont. Ou plutôt, elles ne sont jamais seulement ce qu'elles sont. Par exemple, peut-être que Stendhal et moi, quand nous parlons de miroir, nous ne parlons pas de la même chose. L'humanité a longtemps vécu sans reflets, ou plutôt sans une abondance, une surabondance de reflets. Au XVIe siècle, les miroirs étaient si rares, leur production si secrète, qu'ils étaient l'objet de trafics, d'intrigues, d'assassinats. Peut-être que le miroir de Stendhal est encore chargé de cette histoire sulfureuse de l'objet que j'ignore, moi, ou plutôt que j'ignorais jusqu'à récemment. Pourtant, ça ne tient pas tout à fait. Lorsqu'il écrit Le Rouge et le Noir en 1830, les miroirs ne sont pas encore l'article banal que nous tenons aujourd'hui pour acquis, mais la prolifération avait bel et bien commencé. Et moi, je reviens à mon insatisfaction. Je n'ai d'autre choix que de la préciser, de l'approfondir. Alors le monde ne serait que ce qu'il est. Le roman serait toujours second. Non. C'est cela que je récusais et que je récuse aujourd'hui encore, l'idée que la littérature n'arrive qu'après coup. Je crois au contraire que la littérature fait monde, qu'il y a plus d'une situation où c'est le réel qui est second, où la littérature précède. C'est-à-dire qu'elle est un principe de création, un principe d'action au sens fort, qu'elle fait monde, qu'elle fait des mondes. S'il y a une responsabilité morale, politique et esthétique de l'écrivain, c'est sans doute là qu'elle se trouve. Parfois, en effet, le rapport d'antériorité s'inverse et c'est le monde qui devient un miroir que l'on promène au bord du chemin. Le chemin, ce sont les histoires que nous racontons et que nous inventons et que nous transmettons. Le monde vient après, pas avant. Un exemple, je sais que vous voudrez un exemple. Celui-ci est tiré d'un livre que j'ai lu récemment. C'est parce qu'il lit un roman de H.G. Wells une vingtaine d'années après sa parution que le physicien Léo Szilard convainc Roosevelt de tout mettre en œuvre pour que l'Amérique puisse se doter de la puissance nucléaire. Alors, n'en déplaise à Stendhal, oui, parfois, le roman est là avant. Mais allons plus loin. Permettez-moi de mener l'enquête sur mon insatisfaction, de là et de me pousser jusque dans mes derniers retranchements. Peut-être qu'il me faut être plus radical encore.
Un miroir que l'on promène au bord d'un chemin, dit Stendhal. Mais permettez-moi de récuser le chemin même, l'antériorité du chemin. La première chose qui me vient, par automatisme, parce que je suis l'enfant de mon époque, c'est une phrase d'un film à grand succès de ma jeunesse. Là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. C'est ce que dit Doc à Marty dans Retour vers le futur, avant de monter dans la voiture à voyager dans le temps. Mais c'est faux, et après m'en être pris à Stendhal, voilà que je m'en prends à Doc. Bien sûr que nous avons besoin de routes là où nous allons. De routes invisibles peut-être, aériennes, affectives, mais nous aurons toujours besoin de routes. Et comme je ne suis pas heureusement que l'enfant de mon époque, j'aimerais vous lire une page que je considère comme l'une des plus grandes de la littérature mondiale. Comment trace-t-on une route à travers la neige vierge ? Un homme marche en tête, suant et jurant. Il déplace ses jambes à grand-peine, s'enlise constamment dans une neige friable, profonde. Il s'en va loin devant. Des trous noirs irréguliers jalonnent sa route. Fatigué, il s'allonge sur la neige, allume une cigarette et la fumée s'étale en un petit nuage bleu au-dessus de la neige étincelante. L'homme est reparti, mais le nuage flotte encore là où il s'était arrêté. Sur la piste étroite et trompeuse ainsi tracée, avance une rangée de 5 à 6 hommes. Ils ne posent pas le pied dans les traces, mais à côté. Parvenus à un endroit fixé à l'avance, ils font demi-tour et marchent à nouveau de façon à piétiner la neige vierge, là où l'homme n'a encore jamais mis le pied. La route est tracée. Des gens, des convois de traîneaux, des tracteurs peuvent l'emprunter. Si l'on marchait dans les pas du premier homme, ce serait un chemin étroit, visible mais à peine praticable, un sentier au lieu d'une route, des trous où l'on progresserait plus difficilement qu'à travers la neige vierge. Le premier homme a la tâche la plus dure, et quand il est à bout de force, un des 5 hommes de tête passe devant. Tous ceux qui suivent sa trace, jusqu'au plus petit, au plus faible, doivent marcher dans un coin de neige vierge, et non dans les traces d'autrui. Quant aux tracteurs et aux chevaux, ils ne sont pas pour les écrivains, mais pour les lecteurs. Alors bien sûr, Chalamov, dans ce texte, parle de la réalité brutale du goulag dans lequel il fut détenu. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais les choses ne sont jamais seulement ce qu'elles sont, et en parlant de quelque chose de bien concret, il parle aussi, la fin de son texte le prouve, d'autres choses. C'est ainsi que nous faisons notre chemin. Chaque empreinte est un texte. Pour certains d'entre nous, il y aura une phrase ou deux. Pour d'autres, une œuvre entière. C'est ainsi que nous avançons et qu'avance la littérature. Il n'y a pas de chemin avant nous. Le chemin est à inventer. Le chemin, c'est nous. Et mon chemin à moi me ramène à Stendhal, mais par le biais d'une autre œuvre et d'une toute autre discipline. Ce pas de côté, c'est le mien, peut-être l'endroit où la romancière que je suis met le pied dans une neige jusqu'alors vierge pour elle. Est-ce qu'on peut avoir le... Merci. L'œuvre, la voici. Elle date de 1969. C'est un déplacement de miroir dans le Yucatan de l'artiste Robert Smithson. Et l'explication, l'interprétation, c'est-à-dire transposée en termes littéraires, la critique ou la lecture, ou même l'invention de cette œuvre, car la lecture est une écriture, est une création, est d'une professeure et essayiste américaine qui s'appelle Jennifer Roberts. L'œuvre, vous la voyez, ce sont des miroirs. Ils sont sans doute au bord d'une piste, disons d'un chemin, sans quoi il n'y aurait pas le recul suffisant pour prendre la photographie. Ils sont posés devant nous, mais je me plais à croire qu'ils sont inclinés de telle façon que même si l'on se tenait devant eux, ce n'est pas nous que l'on verrait. Plutôt toutes ces choses vers lesquelles on ne nous a pas forcément appris à nous tourner, que d'autres, à d'autres époques, savaient voir, et qu'on a rendus aveugles à force de les vouloir à notre image, à notre reflet. En 1839, 9 ans après la parution en France du roman de Stendhal, l'explorateur américain John Lloyd Stephens,
une figure que certains récits nous ont appris à voir comme héroïque et d'autres, plus récents, comme criminelle, embarque pour le Mexique. Il publiera la relation de ses périples entre 1841 et 1843. Or, Jennifer Roberts y relève le fait, profondément choquant pour les lectrices et lecteurs d'aujourd'hui, qu'on s'y livrait à des expérimentations chirurgicales sur les populations autochtones afin de les guérir d'un strabisme congénital jugé affligeant. En 1856, le pharmacien Homais, dans Madame Bovary, tentera de guérir le pied-bot d'un pauvre garçon, avec pour unique effet de lui faire perdre la jambe. Ce que fait Robert Smithson en allant poser des miroirs en dehors des sentiers battus du Yucatan, dit Jennifer Roberts, c'est qu'il réinscrit une trace de ces abus dans le paysage qui les a abrités. Pas tout à fait de ces abus. C'est plutôt avec les outils qui sont les siens, pour lui des miroirs, pour nous peut-être des phrases, affaire de réinscrire ce qui est perdu, ce qui ne se répare pas, mais qui ne doit pas disparaître pour autant. Les regards saccagés de ceux qui vivaient là et qui se tournaient vers des choses que nous autres apprenons, réapprenons à peine à voir. Alors, peut-être en fin de compte, malgré tout, oui, un miroir que l'on promène au bord d'un chemin. Encore faut-il s'entendre sur ce que sont les miroirs, ce que sont les promenades et ce qu'est le chemin. Heureusement, c'est pour ça que nous sommes ici. Merci beaucoup, Yakuta, pour cet exposé absolument sublime. J'invite maintenant Yannick Enel à nous rejoindre. Yannick, qui était donc le titulaire de la chaire d'écrivain en résidence le semestre précédent. Welcome back, Yannick. Très bien. Merci Yakuta, de cet exposé qui nous a lancé au cœur du processus de création. Et merci aussi pour ce tissage entre les différentes expressions artistiques avec les références comme à Smithson. Merci beaucoup. Et puis aussi parce que, comme le rappelait notre présidente, le Centre d'écriture et de rhétorique, on l'a lancé il y a 5 ans, et la Maison des Arts, il y a 1 an et demi. Et en fait, beaucoup des mots et des idées que tu as mis en avant dans ton exposé, en fait, résonnent beaucoup avec des notes qui façonnent un peu notre partition à la Maison des Arts, notamment cette référence au miroir qui se reflète à l'infini, évidemment les frontières plus que poreuses entre le réel et la vérité. Ces miroirs qui se reflètent à l'infini et qui ouvrent un espace qui est celui qu'on souhaite justement offrir aux étudiantes et aux étudiants, qui est un espace à la fois de liberté, où se croisent une multitude de regards, de perspectives, et puis une multitude de possibilités. J'ai été évidemment très émue de t'entendre sur les chemins, parce que ça, c'est un sujet qui, moi, m'est très cher, et puis aussi parce que tu citais Stendhal. Moi, tu m'as fait penser beaucoup à Antonio Machado et les vers qu'il avait écrits sur le fait qu'il n'y avait pas de chemin, et le chemin se fait en marchant. Et là, je pense que cela a résonné tout au long de ton exposé. Tu as également parlé de ce chemin que l'on façonne en se lançant dans un inconnu et des personnages qui peuvent précéder leur auteur ou le roman, comme tu le disais, qui est là avant le miroir. Et ça, je pense que c'est un thème, cher Yannick, aussi qui t'est particulièrement cher. Cette frontière, le réel, le véridique, le fait qu'un miroir, certes, nous envoie un reflet, mais que la vérité réside peut-être plus dans le reflet que dans le sujet de l'origine. Donc j'allais te passer la parole, je te passe le relais évidemment si tu souhaites rebondir là-dessus, mais ou tout autre élément de l'exposé de Yakuta, parce que j'ai l'impression que vous avez des visions aussi de la littérature et de la création qui se rejoignent particulièrement. Oui, vous avez entendu, c'était brillantissime. Et moi, j'ai une grande amitié pour Yakuta et pour ses œuvres, pour les raisons que vous avez entendues, mais aussi parce qu'on partage, on n'est pas les seuls, je ne suis pas le seul avec elle, cette idée que, comme tu l'as très bien dit, la littérature, il arrive à la littérature de précéder le monde,
Pas toujours, mais ça lui arrive. Il se trouve que c'est aussi la plus vieille idée du monde. C'est comme ça que les mystiques juifs pensent la création elle-même, pas seulement la création du monde, mais la création de nos vies, la manière dont on invente nos vies. Nos vies procèdent du langage qu'on parvient à inventer. Pas seulement celui qu'on lit. Moi, je suis un petit peu dans ton cas, j'ai été privé de pas mal de choses, enfant et adolescent, mais il y avait les livres. Moi, c'était Moby Dick, c'était pas Stendhal. Et j'ai lu Moby Dick avant de voir la mer. Et ce déchaînement verbal m'a procuré, m'a prodigué un accès à la parole. Je pense que cette idée, qui est plus qu'une idée, enfin, cette pensée vécue par sensation, que le langage précède ce qu'on peut appréhender du monde, qui est souvent faussé, enfin, qui est souvent sous l'empire de ce qu'on a appelé à un moment la post-vérité, le fait que le langage soit au commencement, c'est la raison même de la littérature. J'ai beaucoup de mal, comme Yakuta, avec des littératures qui se déclarent avant tout réalistes, parce que le réalisme, au fond, aujourd'hui, c'est la société, c'est-à-dire la sociologie triomphante. La sociologie, c'est une chose merveilleuse, mais la littérature sociologique, je dois dire que c'est quelque chose qui relève là, pour le coup, peut-être d'un problème, au fond. La société n'est pas tout. C'est même pas polémique ce que je dis là, c'est que la société ignore qu'il y a autre chose qui n'est pas elle. Toute société fondée sur un crime commis en commun, dit Freud, essaye de faire en sorte que ce soit l'homogénéité qui gagne. Et je trouve que chaque écrivain, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, toutes les écrivaines et les écrivains que j'ai lus, que je continue de lire passionnément, semblent nous indiquer qu'au contraire, comme dit Artaud, la société se croit seule, mais il y a quelqu'un. Je ne parle pas de Dieu, on ne va pas déranger ce vieux plumage, comme dit Mallarmé. Non, il y a quelqu'un, puis encore un autre, et encore une autre. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas tout à fait inséré. Et Foucault, pardonnez-moi de citer sans cesse, ça me vient comme ça, disait que la littérature manque à toute insertion. Et donc cette défaillance préalable, ce manque, en fait, est une vertu. Ça manque à toute insertion. Voilà ce à quoi tu me fais penser avec ce discours, mais aussi avec tous tes livres, quand tu dis effectivement le chemin c'est nous, effectivement, c'est pas seulement un espoir, c'est pas seulement une phrase vertueuse, c'est qu'effectivement le tracé sur la neige, c'est l'écriture elle-même. Ce texte de Chalamov qui est sublime. Enfin, on voit très bien. Enfin on voit pas, mais on l'imagine, son écriture en train de courir au fond et le délivrer de la Colima. J'ai pensé à 100 000 choses en t'écoutant, comme toujours, et ça me plaît que tu nous aies montré une œuvre de Robert Smithson. J'ai une passion pour sa spirale, en fait, oui, bien sûr. Spiral tap, on dit, je crois. Spiral Jetty. Qui est une sorte d'événement artistique de l'art qui est plus que de l'art brut, enfin de l'art, là aussi une manière qu'a l'art de précéder la nature au fond, de la réinventer. Une dernière chose, puisque tu nous parles de miroir et tu as commencé à travailler avec tes étudiants. Moi j'aime bien le mot travail quand même, mais tu as raison, c'est le jeu qui joue, quoi. On verra, peut-être du travail, peut-être autre chose. Il se passera quelque chose, ça c'est certain. Mais quoi, on ne sait pas encore. Mais moi j'ai commencé l'année dernière, non, même pas l'année dernière, c'était en janvier, c'était un semestre, puisque j'avais travaillé sur la peinture. J'ai choisi de montrer, ça s'appelait Dire la peinture, j'ai choisi de montrer à chaque séance un tableau. Et on avait ce tableau qui était certes reproduit, mais il y a de très bonnes reproductions, devant nous pendant 2 heures à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on pouvait en dire, qu'est-ce qui pouvait se donner, alors d'invisible parfois comme tu le dis. Et le premier tableau sur lequel nous avons passé 2 heures, c'était pas nécessairement pour écrire, mais pour parler au moins, c'était le Narcisse du Caravage.
Alors là, pour le coup, le miroir était relativement piégé, puisque ce miroir relevait de ce qu'il y a peut-être de plus mortifère sur certains chemins qui se croient le vrai chemin, qui est le moi, voilà, le moi envahissant dans lequel Narcisse tombe. Voilà, c'est pas le miroir tendu par Stendhal, et c'est surtout pas le miroir que tu vas essayer de décrypter cette année, j'imagine bien. Nous, on va sortir les miroirs pour faire apparaître les dragons, je pense plutôt. Les dragons et les fantômes dans les craquelures et le verre fumé. Le titre réellement d'un traité du Moyen-Âge, traité sur les miroirs pour faire apparaître les dragons, et qui a donné ensuite, des siècles et des siècles plus tard, son titre à un livre pour la jeunesse de Martin Page. Et la façon dont certaines phrases, certaines expressions, certains titres survivent dans leur puissance d'évocation, traversent les siècles et se réorientent, et la façon dont leur signification change, ne s'efface pas, ne s'annule pas, mais s'enrichit comme une espèce de cours d'eau comme ça, qui grossirait de significations agrégées au fil du temps. Même les contresens sont productifs parfois. Ça, c'est une grande source de fascination. Finalement, cela participe à ta passion pour l'exploration. Tu parlais de Moby Dick, mais je crois que toi, c'était Jack London, Yakuta, non, dans tes mythes. Jack London, j'ai eu une grande fascination, presque un amour triste pour Blaise Cendrars, dont j'ai lu L'Or, croyant que ce serait un grand roman d'aventure, alors que c'est une grande tragédie existentielle, où on est ruiné par ce qui est censé nous faire. Je ne sais pas si je m'en suis encore remise, à vrai dire. Mais merci Yannick, merci de ce que tu dis. Je suis lente, hein, je vais devoir réfléchir à tout ça et envoyer des messages en pleine nuit en disant « mais bien sûr, la société n'est pas tout ». Mais moi, je quitte peu à peu. Vous parliez, Laurence, tout à l'heure de la zone dévergondée selon Marcuse. Pour moi, la zone dévergondée, c'est la zone de la parole. Et alors, j'y vais, je suis pleine d'entrain, et puis ensuite, je la quitte, ou plutôt, je sens que je me retire comme ça de la flaque de la parole. Ça me fait penser justement à tes intrigues, qui sont aussi un petit peu comme ça, où tu es évidemment, comme le rappelait la présidente, les intrigues, les quêtes, les recherches, et puis un côté aussi qui reflète ton amour des romans policiers qui ont façonné ta jeunesse. En fait, on suit une quête, on a des indices, on arrive vers des solutions, et là, on part sur des chemins de traverse, et finalement, c'est un petit peu tes intrigues, c'est un petit peu comme les voyages. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif ou la résolution, mais plutôt le cheminement en zigzag. C'est là où réside la vérité dans ton écriture. Bien sûr, mais je pense que dans ce goût de l'enquête, qui est presque une façon, qui est presque pour moi un rapport au monde, il y a deux choses qui sont pour moi très profonde. L'une est très partagée, c'est vraiment ces premières lectures de jeunesse. Vous avez cité Agatha Christie, oui, vraiment, je les dévorais. Enfin, Et puis au moment où j'avais fini tous les Poirot, j'avais oublié les premiers, donc je pouvais les relire comme ça à l'envie. Ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. Poirot m'a beaucoup aidé pendant le confinement, mais c'est une autre histoire. Donc ça, c'est une expérience qui est très partagée. Une autre qui est peut-être plus personnelle, plus singulière, c'est ce que j'évoquais, que je n'ai fait en vérité qu'effleurer tout à l'heure, sur mon rapport au français. Sur mon rapport au français, je suis née ici même, je suis née dans le 15e arrondissement de Paris, mais le français n'a pas été pour autant ma langue maternelle. Et le français a donc d'abord été pour moi, je crois, une langue à déchiffrer, la matière même d'un monde qui n'était pas celui connu du milieu familial, très aimant, très porteur, très accompagnant, mais non francophone. Et le français a été la matière même de l'énigme, sans doute, peut-être. Sans doute ou peut-être pour l'enfant que j'étais. Et je pense que ça a laissé une empreinte longue, durable sur mon rapport et à la langue et au monde, puisqu'ils ne font qu'un, en réalité, comme tu disais si bien. Yannick ?
Oui, non, je t'écoute. Je me disais également que l'autre chose qui me fait aimer passionnément tes livres, outre ce que tu viens d'en dire, sont les sensations, les détails. Je pensais, comme ça en t'écoutant, qu'à la fin de ton livre qui relate la nuit que tu as passée au Louvre, quand j'y repense, je vois un sac à main, et sac à main qui joue un rôle prépondérant dans ce livre, puisqu'il se dédouble. Et on se demande durant tout le livre s'il n'y a pas quelque chose en plus au sortir de la nuit au Louvre qui s'y trouve, ou quelque chose en moins. Et ce sac à main va être déposé à la fin, si je me souviens bien, peut-être j'ai réinventé aussi, il va être déposé sur un lit. Et je me dis je me souviens que tu racontes comment il est si bon d'entrer dans un lit au petit matin après une nuit blanche, mais pas seulement au petit matin. Et ce savoir-là, parce que pour moi les écrivaines et les écrivains ont un savoir. Alors c'est pas un savoir scientifique, c'est pas un savoir prouvable, mais c'est ce savoir précisément de ce qui semble disparaître de nos vies, qui est la capacité à être de plus en plus sensible. Je pense que s'il y a bien une disparition programmée au XXIe siècle, c'est le monde sensible qui fond comme les icebergs, puisqu'on s'exprime de manière de plus en plus rapide, de plus en plus minimale, de plus en plus pauvre. Et donc avec la disparition de la quantité de langage, va disparaître peu à peu ce que ça peut désigner de plus ténu, c'est-à-dire les sensations. Il y aura bientôt plus que dans la littérature qu'on pourra savoir quelque chose sur comment est-ce qu'on entre dans un lit. Et d'ailleurs, c'est comme à la fin de l'Odyssée d'Homère. Enfin, il y a ce couple très discret qui se refait là dans le lit. Alors, il n'y a pas un olivier en dessous, mais il y a ce sac à main. Mais très sérieusement, je pense que la littérature est détentrice, l'air de rien, malgré la solitude à laquelle l'assigne la société, qui s'est mise à préférer autre chose, pourquoi pas, hein, mais cette solitude est peut-être une chance au fond de la littérature, parce que la solitude c'est toujours pas mal au fond comme retour sur soi. Mais il se trouve que la littérature est détentrice de ça, de cette délicatesse-là, de cette science inexacte des nuances. Et c'est Baudelaire déjà qui parlait dans Les Fusées, je crois, de l'épaississement de la sensibilité. Vous imaginez ? Baudelaire parlait déjà de ça, l'épaississement de la sensibilité, et je m'en accepte pas. Hein. Je sens bien que ça se rétrécit dans ma tête, dans ma capacité à sentir. La littérature, c'est très exactement ce qui nous permet d'élargir nos sensations. Quand j'ouvre Les Détectives sauvages de Bolaño, c'est une crépitation, je ne sais pas si ça se dit, un crépitement, mais crépitation, ça me plaît, tiens. C'est joli aussi. Une crépitation de détails, d'ironie, de sens. C'est pour faire face à l'insensé qui gagne, au fond, parce que c'est discrètement politique, au fond, la littérature, toujours discrètement politique. Ça fait face à l'insensé par le surplus de sensibilité. Je pense que c'est la seule chose qui nous sauvera, si tant est qu'il y ait quelque chose à sauver, si on peut se sauver, c'est la sensibilité. Voilà. Et ça peut se transmettre. Moi, j'ai toujours aimé ça dans l'enseignement. J'étais prof très longtemps, et puis pendant les 6 mois ici, ça m'a plu. Enfin, très simplement, ce petit tremblement, enfin, des choses qu'on dit sans trop savoir si c'est bien ou pas. On tente, qu'on écoute. Les textes qu'on reçoit, puisqu'on fait écrire, ça c'est merveilleux, enfin, et puis c'est sans fin. Et voilà, cette transmission qui ne peut pas se vérifier, comme l'amour, enfin, voilà, c'est la sensibilité. Transmettre de la sensibilité, est-ce que c'est possible ? Je crois que la littérature, et dans une moindre mesure, ou peut-être plus, l'enseignement fait ça, ouais. Et j'entends ça dans tes livres, enfin voilà. C'était une déclaration d'amitié. Merci Yannick. Oui, bien sûr. Et puis je sais l'importance qu'a la sensibilité, c'est-à-dire une expérience sensible, une expérience liée à un ici et à un maintenant, à une personne et un sujet donné qui, par la grâce de cette expérience, ne pourrait être remplacé par aucun autre. Il y a quelqu'un ici et maintenant, et cette personne éprouve ceci. C'est
je crois que ce serait une bonne définition si on devait algébriser tes livres, faire une espèce de formule comme ça, les dessiner, peut-être que ce serait ça. Une personne ici, maintenant, et que se passe-t-il ? Que se passe-t-il vraiment ? Mais ça, c'est la grâce de Yannick Haenel, et puis c'est la grâce de toute la littérature, parce que la littérature, je pense que c'est... On parle beaucoup du virtuel. La littérature, c'est la façon la plus accessible jusqu'à présent que nous avons eue d'être autres, de faire profondément, singulièrement et sensiblement une expérience autre que la nôtre. Et j'aime bien qu'on s'arrête sur cette évidence de temps en temps, parce que c'est une évidence qui tient du miracle. On peut, en lisant, être absolument autre que soi et éprouver dans son propre corps des choses qu'on n'est pas en situation d'éprouver. Évidemment, c'est un grand laboratoire, je ne sais pas, laboratoire est un mot bien froid pour ça, mais enfin, c'est un espace d'empathie, c'est un espace où les frontières deviennent poreuses entre l'expérience sur la page et l'expérience telle qu'on la vit. Et les vraies lectures, les grandes lectures, sont toujours des lectures d'enfance, parce que c'est dans l'enfance, je crois, qu'on perd le plus immédiatement et le plus radicalement toute notion de différence entre soi et ce qu'on lit. Et c'est ça que j'ai aimé, cette disparition de moi, qui était une augmentation de moi, parce que je vivais plusieurs vies en une, parce que j'étais à la fois en danger et à l'abri, et parce que... mais enfin bon, pour certaines d'entre nous, la question se pose différemment, c'est-à-dire que la littérature, idéalement, peut permettre d'épouser, de tenter, d'essayer, comme on essaye, je ne sais pas, une veste, d'autres vies que la sienne, d'autres expériences, d'autres idées, d'autres rapports au monde, et puis de voir si la sienne est vraiment celle qui nous convient le mieux. C'est formidable. Pour d'autres gens dont je suis plutôt, c'était l'inverse. Moi, j'ai appris très tôt à voir les choses comme les autres les voyaient. Je pense que c'est une question de survie aussi, parfois. Accepter le point de vue de l'autre en soi sans le remettre en question, que ce soit l'autre, la société, ou l'autre, je ne sais pas, n'importe qui, une figure d'autorité. La littérature devient à ce moment-là exactement l'inverse. Et elle est les deux choses. Elle devient un endroit où on peut affermir une expérience, une sensation, une opinion, une pensée, et devenir davantage soi-même. Alors on peut avoir les deux. On peut à la fois disparaître et se renforcer, s'affirmer, presque s'anoblir à ses propres yeux par la littérature. C'est extraordinaire. Et donc tu es lectrice, autrice, donc là on peut voir comment tu mets cela en relation, et traductrice. Et alors comment tu vis justement cette expérience lorsqu'il faut que tu traduises du Toni Morrison, le fait de te lancer alors non seulement dans la réalité d'une autre autrice, mais aussi un autre mode de langage, comment tu traduis ces silences ou alors les sensations, comme tu disais Yannick, d'une langue étrangère en une autre. Comment tu vis cette expérience ? Comment je la vis ? Je la vis bien et mal. Je la vis surtout dans un rapport de... Comment dire ? Je crois que pour traduire... Moi, j'ai la chance de ne traduire que des livres que j'aime profondément, pour lesquels j'ai le plus grand respect, la plus grande estime, et dont j'ai envie de les traduire, c'est-à-dire de les faire passer d'une langue qui est étrangère pour quelqu'un, et puis de la lui donner dans une langue qui lui est moins étrangère, disons. Et comment je vis ça ? Je crois que la sensation, j'en reviens à la sensibilité ou à la sensation, ce que tu disais tout à l'heure, Yannick, je crois qu'il faut traduire une phrase, bien sûr, un souffle, des images, enfin ça c'est le sens, mais c'est la base, évidemment, c'est essentiel, mais ça n'est rien, parce que ce qu'il faut traduire aussi, c'est une émotion, c'est une réception. Et cette réception, il faut vraiment s'accorder au texte et la sentir en soi, se demander qu'est-ce que ce texte me fait et comment faire en sorte pour que dans une autre langue, il fasse la même chose à la personne qui l'aura entre les mains. Voilà, donc je le vis plutôt bien, mais enfin, ça demande une certaine concentration.
Et toi, Yannick, même si tu n'as pas traduit tes textes, tu connais très bien plusieurs langues, dont l'italien. Moi, je suis très mauvais en langue étrangère. Mais quand tu lis, par exemple, tes textes en italien... Ah oui, bon, l'italien, c'est ma langue d'amoureux, en fait. Ça m'a été appris comme ça par une femme que j'aime. Mais je suis très mauvais en langue étrangère, à part cette langue-là. Et donc, je suis un lecteur des traductions. Et donc, je suis plein de gratitude, pas seulement vers toi, Yakuta, mais vers tous les traducteurs et traductrices. Je me souviens, encore une fois, je reviens à Moby Dick, enfin, traduit par Giono, mais il n'était pas tout seul. Enfin, c'était tout un petit groupe. Enfin, on dit traduit par Giono, mais ils sont à plusieurs. Et comment dire, on en revient un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'est-ce qui se transmet quand on veut transmettre. Il y a bien sûr de l'intransmissible, il y a quelque chose qui ne parvient pas à se dire, il y a de l'irreprésentable toujours, mais ce qui se transmet, ce qui se dépose au fond chez l'autre. Tu disais qu'est-ce que la langue que je suis en train d'essayer de traduire me fait. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler faire une expérience, c'est ça l'expérience. Enfin, j'imagine, c'est aussi une chose un peu timide. Enfin, faire l'expérience de quelque chose, de parler en public, par exemple, faire l'expérience d'entrer dans son lit, de franchir une frontière, d'entendre quelque chose de neuf dans l'inflexion d'une voix, de découvrir quelqu'un. Bon, voilà, on sait tous ça, et c'est l'origine de tout en même temps. Je ne sais plus très bien ce que je suis en train de dire, je sens que je divague, mais voilà, c'est ça, c'est un peu le problème. La pensivité qui se... Bref, on a le chemin de traverse qui arrive aussi. La crépitation du crépitement de la pensée qui chemine dans des miroirs convexes ou concaves, voilà. Bon, mais passons. Mais je suis d'accord. Tu es d'accord, très bien. Non, et puis une dernière question avant de passer la parole aux étudiantes ambassadrices qui ont préparé leurs questions. Justement, on parle de reflets concaves. Vous avez tous les deux passé une nuit au musée. Certes. Voilà, donc toi, Yannick, et tu nous en avais parlé un petit peu face à cette frayeur ou terreur que tu avais aussi face aux œuvres de Bacon. Et puis toi, Yakuta, au Louvre, où on voit qu'il y a eu un autre reflet qui a été celui de la mémoire aussi de l'histoire de ton père et qui a fait jaillir quelque chose d'autre. Et donc, avant d'écouter nos étudiantes, si vous pouviez rebondir un petit peu sur cette expérience-là et si cela ensuite influence aussi votre manière d'écrire par la suite, le fait d'avoir été placé une nuit blanche face à des œuvres, toi face à une mémoire familiale, et puis toi face à des démons de Bacon. Absolument, c'est vrai. Voilà, Yakuta, si tu veux. Alors, je sais pas. Alors, c'est la première fois qu'on se connaît depuis longtemps, Yannick et moi, et puis on se lit. Enfin, moi, je lis Yannick depuis plus longtemps encore que je ne le connais. On n'a jamais parlé ensemble en public. Et alors, j'ai une question à te poser, puisque je fais ce constat. Moi, depuis que j'ai passé une nuit au Louvre, ça pourrait presque devenir une nouvelle profession. C'est-à-dire que les éditeurs veulent m'enfermer dans des endroits. On me propose de m'enfermer. Un jour, j'ai dit oui, d'accord, mais pas là. C'était un autre type de lieu. J'ai dit, je veux bien passer la nuit dans une banque. Et là, personne n'a trouvé ça très drôle et on a laissé tomber la proposition. Donc voilà, est-ce que toi aussi, on te propose de t'enfermer tout le temps dans des endroits farfelus ? C'est l'histoire de ma vie, oui. J'étais enfermé dans un pensionnat militaire pendant 3 ans, puis dans plein de... Mais bon, voilà, peu importe. Mais non, depuis, non. Mais il se trouve que ça ne s'est pas très bien passé, moi, ma nuit au musée. Mais j'en ai fait quelque chose, comment dire, de plus fantaisiste. Enfin, j'ai essayé de récupérer la situation en livre. Mais moi, ce qui m'intéresse, et puis c'est aussi une question que je te pose et que je nous pose à tous, parce que je sais que la fiction est au cœur, et tu l'as dit encore, tu l'as réaffirmé, la fiction est au cœur pas seulement de ce que tu écris, mais de ton être. Et moi, je me sens aussi porté naturellement par de la fiction. Or, il se trouve que ces expériences auxquelles on a été soumis, expériences très agréables, consistaient à raconter quelque chose qui nous est arrivé, à faire une littérature de restitution, disons.
Et ça m'a énormément plu parce que ça a été l'occasion de déraper, voilà. C'est-à-dire que je ne me suis pas astreint Nous revoici dans la zone des dévergondage, le dérapage. Je ne me suis pas du tout astreint, je l'ai bien vu durant cette nuit-là, au fait d'être avec des œuvres et d'avoir cette chance inouïe d'être tout seul une nuit avec des œuvres d'art. Je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer de chercher quelque chose d'autre dans les œuvres, dans la situation elle-même. Je commençais déjà à me raconter une histoire, au fond. Je commençais déjà à injecter de la fiction dans cette nuit-là, qui a réveillé toutes sortes de choses, des démons, effectivement, mais aussi des souvenirs d'enfance en Afrique. Enfin, je me suis aperçu que j'avais été fou à 12 ans, mais je ne m'en souvenais pas. Bon, ce n'est pas une nouvelle très agréable, mais je trouvais ça assez drôle. Et donc voilà, l'arrivée de la fiction dans le réel. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu cette nuit-là. Toi, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je vis, de toute façon, l'arrivée de la fiction dans le réel. Mais c'est ainsi que nous vivons tous, hein, parce que la mémoire est une chose étonnante. Et les gens qui travaillent sur la mémoire, les scientifiques qui se consacrent à la mémoire, observent très rapidement et tous la même chose, qui est que la mémoire fonctionne sur un principe de fiction, de fictionnalisation. Le principe de notre rapport au monde, en réalité, c'est l'oubli. Si la continuité existe, c'est parce que la mémoire invente constamment. Donc finalement, c'est une autre raison de se méfier du réalisme, j'allais dire des réalismes, mais s'ils sont pluriels, ça va, du réalisme qui se voudrait monolithique. Je vous avais dit que j'étais lente, parce que je reviens à ta première remarque, qui portait sur le réalisme. Le réalisme, en réalité, n'est pas autre chose qu'une convention stylistique. Il n'y a pas un réel qui ne soit pas construit par un regard, par une pensée, par un langage, que ce langage soit verbal ou non verbal. Le réel, ça n'est qu'un miroir que l'on peut traverser dans les deux sens, ou dans d'autres sens, je ne sais pas s'il y en a plus de deux, dans nos dimensions à nous, oui. C'est celle-là, mais il n'y a pas de... Et donc la fiction est toujours présente, ne serait-ce que parce que nous avons cette chose extraordinaire qui est le conditionnel. Nous vivons au conditionnel. Nous vivons, c'est notre grande chance et peut-être notre grande pauvreté, d'une certaine façon, nous vivons toujours aux côtés de ce qui n'aura pas eu lieu, que nous pouvons évoquer, que nous pouvons convoquer, imaginer, qui est néanmoins, voilà, nous avons un chemin de réalité, et tout autour, tout ce qui le soutient, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Voilà, donc ton expérience de ta nuit correspond assez bien à mon expérience de la vie. Assez décevante, mais il y a la fiction. Très bien. Parole à nos étudiantes. Alors, bonsoir déjà. Merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une première question en lien avec le deuxième extrait que j'ai lu tout à l'heure, où vous êtes assez critique sur le monde contemporain, le monde de la visibilité, un monde qui serait passé de l'exposition à l'exhibition. Est-ce que vous pensez que le regard qu'on porte actuellement sur le monde a évolué du fait de ce basculement ? Et quels sont les effets, notamment sur la création littéraire, selon vous, sur l'écriture ? Est-ce qu'on écrit différemment aujourd'hui dans cette société de la visibilité ? Merci beaucoup et merci pour vos lectures qui m'ont beaucoup touchée. Ça faisait très longtemps que j'avais pas revu ce bon vieux John Volstead, le personnage principal de mon premier roman, enfin l'un des personnages principaux, disons, de mon premier roman. Ça m'a fait... j'étais un peu émue de le retrouver. Est-ce que je pense que le monde a changé du fait de la visibilité ? Sans doute. Et est-ce que je pense qu'on écrit différemment ? Oui et non. Parce que l'affaire de l'écriture, ça a quand même toujours été... parfois plus ou moins, parfois par vague, parfois on croit qu'on s'en détourne et puis finalement on s'aperçoit qu'on finit par y revenir. L'affaire de l'écriture, ça a toujours été ce qui se passe sous les apparences, que ce soit dans le roman social,
que ce soit dans la fiction, que ce soit dans le roman d'anticipation, où il n'y a pas d'apparence, il y a une apparence de présent, disons, de laquelle on se détache pour essayer d'imaginer autre chose, autrement. Donc je pense pas, je pense que l'écriture, c'est quelque chose de... C'est un mot, alors vraiment, je le refuse, je l'abhorre, c'est la résilience. Alors ça, je pense qu'on écrit moins bien depuis la résilience. Non, je plaisante, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'écriture, c'est comme l'eau, ça trouve toujours un moyen. Parce que les histoires trouvent toujours un moyen, et parce que la volonté d'expliquer le monde, l'insatisfaction face au monde tel qu'il est, l'indignation face au monde tel qu'il est, c'est comme l'eau, ça trouve toujours à s'exprimer. On peut insonoriser les pièces, on peut faire des murs, ça trouvera toujours. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il y aura une infiltration. Et à la fin, les plus grandes structures s'écroulent. Et on n'avait rien vu, il y avait une goutte d'eau, mais elle était là très longtemps. Voilà ce que je pense de ça. Qu'est-ce que tu penses ? Une deuxième question. Bonsoir. Pour réagir sur cette goutte d'eau et par rapport à John aussi, que j'ai découvert dans les extraits, je me demandais si, comme lui, vous avez l'impression parfois qu'une partie de vous s'exprime dans l'écriture que vous ne soupçonniez pas avant. Une petite goutte d'eau qui apparaît. Ah, mais bien sûr, évidemment. Mais alors, ça, vous avez lu, les passages que vous avez lus, ils me touchent parce que c'est mon premier roman, parce que c'est un roman que j'ai écrit en pensant que je n'écrirais pas d'autre chose, que je n'écrirais plus, que l'écriture était là à un moment donné, qu'il fallait l'attraper comme ça. Et puis ensuite, on instaure un autre rapport à l'écriture grâce au travail. Là, pour moi, je le revendique. Pour les autres, je ne sais pas, on verra. Mais pour moi, je revendique le sens du travail. Et alors, évidemment, j'irais même jusqu'à dire que je suis beaucoup plus, disons, à défaut d'un meilleur terme, beaucoup plus intelligente quand j'écris que quand je n'écris pas, parce qu'il y a des idées et il y a des liens qui ne peuvent me venir que dans le mouvement de l'écriture. C'est-à-dire que je peux marcher, et je peux rêver, et je peux imaginer des choses, et je peux réfléchir longuement. Il y a des choses qui n'arrivent que dans le moment, et moi j'écris encore beaucoup à la main, donc que dans le moment où les phrases se forment. Et c'est un moment de déprise, et je comprends, je ne sais plus, il date de 2006 ou 2007, je ne sais plus, 7, ce roman, mais je comprends le vertige de ce pauvre John. C'est un vertige que j'ai appris à maîtriser, que j'ai apprivoisé, que j'ai domestiqué. Mais je comprends ce vertige de voir des choses apparaître auxquelles jamais on n'aurait pensé, soit sans le papier et sans le stylo et sans l'encre. C'est ce qu'à une autre époque on appelait l'inspiration. Et pour se rassurer face à ça, on pensait que c'était, ou on affirmait, ou on prétendait que c'était un cadeau des dieux. Je ne sais pas, on est sorti de ce paradigme-là. Il ne reste que le vertige. Un fantôme de manuscrit avec John Wolfstead, comme les fantômes que tu vas aborder dans ton cours et puis qui parcourent toutes tes œuvres, que ce soit les fantômes de la mémoire ou des personnages qui entrent et qui sortent de l'intrigue. On vous propose, cher public, de poser des questions si vous le souhaitez. Voilà les micros. Voilà, Pommeline, j'en vois un. Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre intervention. Attendez, je m'assois, c'est plus facile. Ça m'a spécialement touché parce que mon rapport à l'écriture, ça a été très différent. Et quand j'ai commencé à écrire de la littérature, enfin, pas de la littérature, de l'écriture créative, ici à Sciences Po, ça me touche le concept que vous avez dit, que la littérature crée un monde. Parce que quand j'écris, ici, j'ai l'impression que je me découvre, en fait. Je crée mon monde, un nouveau monde. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe dans moi, pour vous citer. Je ne sais pas ce qui se passe, il se passe quelque chose.
on ne sait pas. Mais parfois, j'ai l'impression que en fait, c'est un capital culturel que j'acquiers par le fait que je suis à Sciences Po. Et donc, en fait, quand je vais écrire parfois, ce qui me préoccupe, c'est que je n'ai pas envie de me trahir à moi-même. Parce que quand j'écris maintenant, j'écris avec des connaissances que je n'avais pas avant, bien évidemment. Mais comment vous faites, vous, ou comment vous enseignez à vos étudiants à écrire sans qu'ils se trahissent à eux-mêmes, mais aussi, en vous citant aussi, en gardant cette responsabilité politique, esthétique de la littérature. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On te lance directement sur celle-là. Et puis Yannick, évidemment, si tu souhaites rebondir. C'est une très bonne question. C'est une question qui est complexe. Je ne suis pas sûre de savoir encore tout à fait comment vous répondre. Je pense que dans l'écriture, quand on parle de capital culturel, quand on a le sentiment d'écrire avec un capital culturel, quand on a le sentiment d'écrire pour... et ça m'est arrivé longtemps, mais enfin quand on a le sentiment d'écrire pour amasser quelque chose, c'est qu'on écrit avec sa peur et qu'on écrit avec une... On écrit avec une peur qui est encombrée, encombrante. On se déprend, on apprend des tas de choses. Toutes les choses qu'on apprend nous aident, parce que je pense très sincèrement, vraiment profondément, que pour écrire, si on a l'ambition d'écrire, il faut lire énormément, que le vivre, c'est une chose, peut-être une option presque, mais que la littérature parle d'elle-même, se parle à elle-même, les livres se parlent entre eux, et que pour écrire, il faut lire ou avoir lu. On n'est pas obligé de lire pendant qu'on écrit. En revanche, il y a aussi un moment où une grande déprise est nécessaire, et c'est un moment qui est un moment de fragilité, et qui est un moment de nudité, et la pudeur qu'on a et qui est naturelle a tendance à refuser d'aller là. Et là, en général, c'est un bon signe. Voilà. Yannick. Je ne sais pas ce que Yannick en pense. Oui. Comment dire, je sors de ce semestre pour répondre où quelques élèves ont écrit des textes à propos, c'est pas vraiment à propos de l'amour, mais il s'agissait d'essayer de raconter une histoire d'amour. Vous voyez, c'est l'enfance de l'art, si je puis dire, mais c'est ce qu'on fait sans cesse finalement. C'est peut-être une des choses les plus complexes. Et je me suis rendu compte qu'il m'était impossible, au fond, d'enseigner l'écriture. Je dis ça, je ne devrais peut-être pas le dire, mais en revanche, je pouvais insuffler un enthousiasme, un élan. Je pouvais apporter des textes. Donc on regardait comment Madame de La Fayette avait fait, comment Marguerite Duras avait fait, comment Albert Cohen avait fait. Tout ça était passionnant. Parfois, on s'amusait à les parodier un peu. On se moquait même de ces auteurs qu'on aimait. Et il ne s'agissait pas de faire des exercices. Moi, je ne suis pas très méthodique comme type. On plongeait carrément dans l'écriture. Et j'avais du mal à critiquer ce qu'ils faisaient, qu'elle et il faisaient. Je leur disais tout le temps qu'il faut persévérer dans son être. C'était très spinoziste et c'était très bête aussi en même temps. Persévérer dans son être. Bon, c'est-à-dire comme aux échecs, je ne sais pas s'il y en a qui jouent aux échecs, c'est renforcer les points forts. Les points faibles, on les laisse tomber, quoi. C'est terminé, c'est trop tard, de toute façon. C'est toujours trop tard pour les points faibles. Je ne vois pas pourquoi on devrait se réformer. Je ne vois pas pourquoi on devrait écrire bien. On t'accuse d'évitement. Comment ? Tu n'as pas peur qu'on t'accuse d'évitement ? Mais non, je pense que comment dire, chacun doit